je prends la parole pour continuer dans la même foulée, sans toutefois redire ce qu'il a déjà dit. Monsieur le Président, lorsque je faisais mes premiers pas dans l'avocature, je me rappelle la parole qui avait été prononcée par un éminent magistrat, Monsieur Luc Diodo, aujourd'hui de regrettée mémoire. Il nous avait dit, lors d'une séance de formation, que nous appelions à l'époque conférence de stage, que la justice rendue doit refléter la justice. La justice rendue doit refléter la justice. Si l'on veut entrer dans l'exégèse de cette pensée, Monsieur le Président, ça voudrait dire que l'institution judiciaire ne devrait pas se contenter de vider sa saisine pour se débarrasser d'un dossier. L'institution judiciaire a l'obligation de rendre des décisions de justice qui soient conformes à la loi et à ce que le peuple qui n'est pas initié du droit voit. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, j'ai écouté Monsieur le rapporteur. J'avoue que je suis resté sur ma faim parce que j'ai eu le sentiment qu'il s'est débiné en essayant de renvoyer les parties dos à dos. Monsieur le rapporteur n'est pas rentré dans les méandres du dossier qui permet à l'auguste Conseil constitutionnel de Céan de pouvoir dire le droit. Parce que, Monsieur le Président, il s'agit de dire le droit. Il ne s'agit pas de faire un déni de justice. Renvoyer les parties dos à dos sans dire qui a raison s'appelle en droit un déni de justice. Et auguste magistrat, professeur de rang magistral, que vous êtes, pour certains d'entre vous, Monsieur le Président, je pense que vous savez très bien que la loi interdit le déni de justice. Le déni de justice n'est pas seulement le fait pour le magistrat de prendre un dossier et de le ranger dans son tiroir. Le déni de justice est aussi le fait pour un magistrat. Parce que, Monsieur le Président, vous êtes des magistrats, bien que certains d'entre vous aient encore la casquette d'enseignant d'université. Lorsque vous siégez dans cette auguste institution, vous devenez des magistrats du droit constitutionnel. Et je voudrais dire, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, lorsque vous avez un dossier et que vous donnez le sentiment à ceux qui vous écoutent de n'avoir pas tranché la cause, vous rentrez dans ce qu'on appelle le déni de justice. Et écoutez, Monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment indiscutable qu'il s'est rendu coupable de déni de justice. Mais seulement, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames les membres du Conseil, l'avantage dans les procédures qui sont conduites devant les instances juridictionnelles suprêmes, telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est que le rapport du rapporteur ne lit pas le Conseil. Le rapport du rapporteur a valeur d'un avis, au demeurant un avis consultatif. Ce qui revient à dire que vous, les autres membres du Conseil, vous n'êtes pas liés par ce que Monsieur le rapporteur a bien voulu vous proposer et qui, à notre sens, est totalement erroné. Déjà, lorsque Monsieur le rapporteur, concernant l'action introduite par Monsieur Yebga Dieudonné, donne l'impression que les éléments d'irrecevabilité qui sont contenus dans ce recours sont négligeables, nous avons envie de dire, Monsieur le Président, que Monsieur le rapporteur n'a peut-être pas suffisamment lu le recours de Monsieur Yebga Dieudonné. Lorsque vous prenez connaissance de l'article 55 de la loi de 2004 qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel, l'article 55 dit: le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Dans la même foulée, Monsieur le Président, l'article 130 du Code électoral reprend la même chose. Je ne veux pas citer le même article parce qu'en fait, l'article dit que la requête doit être signée. La jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant ce cas de figure, c'est-à-dire les cas de figure où la requête n'est pas signée de la main du requérant, c'est l'irrecevabilité. Je me serais attendu à ce que Monsieur le rapporteur dise
de façon claire et distincte que concernant le recours de Yebga Dieudonné, il est irrecevable. Deuxième chose, Monsieur le Président. Il y a un problème juridique qui se pose dans ce dossier et qui a été abordé sur un certain angle par mon confrère Moustapha Ngwana, la problématique de la pluralité d'investiture. Je dirais même que le problème qui se pose dans ce dossier concernant la candidature du candidat Kamto, qui a été rejeté du fait que Yebga Dieudonné a déposé une autre candidature. Le problème, c'est la problématique de la pluralité de candidatures, d'investiture. Alors, l'on devrait se poser la question de savoir quelle est la nature juridique de la pluralité d'investiture. C'est quoi la pluralité d'investiture? Parce que si le Conseil constitutionnel répond à cette question, je pense qu'il sera loisible de savoir si le candidat Maurice Kamto, qui a été investi par le Manidem, l'a été de façon irrégulière. Je ne vais pas répondre à cette, ou bien définir la nature juridique de la pluralité d'investiture en me référant à une définition codifiée. Je vais me référer à des éléments de comparaison factuelle. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, signe une correspondance adressée à peut-être l'association des présidents du Conseil constitutionnel en Afrique. Moi, Sikati Désiré, je signe aussi une correspondance où j'écris président du Conseil constitutionnel. La correspondance arrive au siège de l'association des présidents des conseils constitutionnels. Est-ce que on devra considérer que le Conseil constitutionnel du Cameroun a envoyé deux candidatures, puisque le président c'est M. Clément Atangana, c'est su de tout le monde. Il suffira tout simplement de par l'apparence de dire, mais comment ça se fait que le Cameroun nous envoie deux correspondances portant deux noms différents? Au fait, au Cameroun, qui est le président du Conseil constitutionnel? C'est clair que c'est M. Clément Atangana. Alors, pour revenir au dossier qui nous concerne, dans le dossier qui a été connu par le Conseil électoral vous dit qu'il rejette la candidature du candidat Maurice Kamto investi par le Manidem parce qu'il y a une pluralité d'investiture. En réalité, le Conseil voulait parler d'une double investiture. Parce qu'en dehors de Yebga, qui a introduit une candidature de confusion, il n'y en a pas une autre. Donc en fait, c'est une double investiture. Maintenant, est-ce que le fait pour quelqu'un qui n'a pas qualité de se prévaloir de cette qualité, alors que celui qui a qualité, parce que reconnu par l'administration, de par une pléthore d'actes administratifs, est-ce que celui-là peut se voir conférer la qualité qui permet de remettre en cause la candidature de Maurice Kamto? C'est ça la question. J'irai même plus loin. Lorsque vous regardez les différentes correspondances, mon confrère a abordé cet aspect, mais ce ne serait pas redondant que de le dire à nouveau. Il y a en droit ce qu'on appelle la théorie de l'apparence. La théorie de l'apparence. La tutelle des partis politiques, c'est le MINAT. Lorsque le MINAT, de par des courriers répétés, des correspondances, des actes administratifs continus, depuis pratiquement 2018, adoube Anissé Ekane comme président du Manidem. Et ce, jusqu'à la convocation du corps électoral et le dépôt du dossier de candidature du candidat Maurice Kamto. Le MINAT dit que c'est Ekane Anissé qui a investi le candidat Maurice Kamto, qui est président du Manidem. Est-ce que la théorie de l'apparence ne milite pas en faveur du candidat Kamto, qui est dans la bonne posture, qui consiste à savoir que d'après ce que le MINAT dit, c'est Ekane Anissé qui est le président? Comment expliquer le fait que cette confusion de légitimité intervienne de façon surprenante juste après le dépôt de la candidature? D'ailleurs, je reste persuadé que si le Manidem n'avait pas investi Maurice Kamto, Yebga Mathieu serait resté dans les bosquets. Comme il est toujours resté, Monsieur le Président.
Ne faisons pas une justice, je dirais même pas sélective, mais une justice aveugle, qui ne correspond pas aux faits. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridictionnelle la plus élevée au Cameroun. Non seulement en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, mais également en matière de contentieux électoral. La décision que vous devez rendre, Monsieur le Président, doit être une décision conforme, non seulement à la loi, mais également aux vertus démocratiques. Le sentiment que j'ai en tant que plaider dans ce dossier, c'est que certaines officines veulent éviter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça se fait dans un système démocratique? Est-ce que ça se fait dans un système démocratique, Monsieur le Président? J'irai encore plus loin. Parce que quand vous étudiez ce dossier de fond en comble, vous vous rendez compte qu'il y a comme une sorte d'embuscade juridique qui est concoctée depuis la base à partir du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'admiration Monsieur le rapporteur dire qu'au terme de l'article 50 de la Constitution du Cameroun, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont opposables à toutes les parties, dont ELECAM. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'élection dit que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent lorsqu'il a pluralité d'investiture. Ça veut dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel a retiré les cas de pluralité d'investiture de ces cas de compétences juridictionnelles ou bien rationnelles matérielles. Mais comment ça se fait que, sachant que le Conseil constitutionnel ne peut pas être compétent pour connaître d'une question, que ELECAM, que le Conseil électoral motive sa décision par cette question-là? Est-ce que par là, le Conseil électoral n'est pas en train de s'arroger l'exclusivité d'un pan du contentieux électoral en statuant en dernier ressort? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, Monsieur le rapporteur. C'est sur ça que vous avez épilogué dans votre rapport. Vous avez dit que la question de la pluralité d'investiture n'est pas du ressort de compétence du Conseil constitutionnel. Là, vous êtes en train de dire, peut-être sans le savoir, de façon incidente, que désormais, ELECAM a l'exclusivité de compétence dans un pan du contentieux électoral, ce qui n'est pas normal. Ça n'a jamais été ça la volonté du législateur. Faire de ELECAM le juge exclusif d'un aspect du contentieux électoral au Cameroun. Monsieur le Président, parlant encore de la question de l'apparence, j'ai ici avec moi un certain nombre de correspondances. Et d'ailleurs, cette apparence qui a été véhiculée à maintes reprises par le MINAT est la conséquence de ce que M. Yebga Dieudonné avait été exclu par une résolution qu'il n'a pas contestée. Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'un militant exclu d'un parti politique par une décision, un militant exclu d'un parti politique par une résolution d'un organe compétent du parti, qui n'a jamais contesté la résolution, qui a même attaqué le Congrès qui l'a exclu en justice, mais a été débouté, n'a pas contesté la décision qui l'a débouté. Comment peut-on exclure aujourd'hui que cette personne se voit conférer la qualité par le MINAT pour être reconnu comme président du Manidem, Monsieur le Président? Comment le MINAT peut expliquer cette argutie juridique? Encore que le même MINAT se contredit. Lorsque, dans son communiqué radio-presse du 25 juillet 2025, il dit que le site internet du MINAT a été manipulé pour intégrer un nom, le nom de quelqu'un qui n'a pas qualité. Quand on sait qu'avant la manipulation dont il parle, le nom de la personne qui était inscrite, c'était le nom de M. Ekani Anissé, on a tout fait de comprendre la conclusion. Le ministère, par cette correspondance, dont je suis sûr que vous avez une copie au dossier, reconnaît bien que le président légitime, légal, statutaire du Manidem, c'est Ekani Anissé. Il n'y a pas de doute. Si le président c'est Ekani Anissé, comment peut-on parler de double investiture? Si le président c'est Ekani Anissé, ça veut dire que l'investiture qui a été signée de la main de Yebga Dieudonné est un acte apocryphe, est un acte fasciste, est un acte faux, est un acte qui n'a aucune valeur juridique.
Et dès lors, Monsieur le Président, on se retrouve dans un cas de figure où la seule investiture qui est valable et régulière, c'est celle qui porte le nom et la signature du président reconnu par le MINAC jusqu'à la falsification de son propre site internet. J'ai nommé M. Anissé Ekane. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, votre office vous confère également compétence comme juge de l'apparence. Être juge de l'apparence ne veut pas dire que vous allez rentrer dans le contentieux du fonctionnement d'un parti politique. Non. Être juge de l'apparence veut dire, de par les éléments apparents qui nous sont présentés, de par le comportement de l'administration avant le dépôt de la candidature, l'administration, la tutelle, et même Elecam, parce que Elecam, chaque fois qu'il est question de collaboration avec le Manidem, Elecam écrit à Ekane Anissé. Mais les données changent une fois que la candidature de Maurice Kamto a été déposée. Est-ce que vous devez accepter ça, Monsieur le Président? Ça, c'est du faux. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel doit désormais juger le faux, mais de par les éléments d'apparence, vous avez la possibilité de dire cet accès-ci nous semble régulier, vous le mettez de côté. Parce que le ministère même a dit que c'est régulier. Le MINAC, pour la Tanganji, il a dit ça, que c'est régulier. Moi, je pensais qu'il viendrait aujourd'hui pour que je lui pose la question de savoir par quelle alchimie juridique, il peut aboutir à la conclusion selon laquelle le site internet du ministère dont il a la charge a été falsifié et ne pas dire exactement qui est le président dont le nom a été falsifié. Parce que ça doit être la conséquence de ce qu'il a écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je ne vais pas être plus long que ça. Moi, je voudrais, à la fin de mon propos, de façon respectueuse, vous rappeler que la justice fait partie, c'est le principal fondement d'un État démocratique. C'est le principal fondement d'un État démocratique. Là où la justice refuse de jouer son rôle, la justice est en train de sacrifier une nation. Là où les juges qui sont chargés d'implémenter l'application de la loi refusent de faire leur devoir, la justice n'existe pas. Vous savez très bien que cette affaire, elle fait couler beaucoup d'encre. Non pas parce que les Camerounais sont des gens qui aiment la bisbille, mais parce que chacun sait qu'il y a une injustice quelque part. Et la victime de cette injustice, c'est Maurice Kamto. Nous le savons tous. Nous intervenons, je le dis encore, comme conseil du Manidem, le parti politique qui a investi le candidat Maurice Kamto. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, nous invitons les augustes juristes que vous êtes à bien vouloir reconsidérer la proposition de décision qui a été formulée par Monsieur le conseiller rapporteur. Bien entendu, déclarer le recours de Yebga Dieudonné irrecevable parce que non seulement il a été exclu, mais en plus, il n'a pas qualité pour représenter le Manidem. S'agissant du recours de notre candidat, du candidat que nous avons investi, nous pensons que les moyens de droit qu'il a développés sont pertinents. Et d'ailleurs, dans un souci d'équité et de bonne justice, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de ses compétences, peut évoquer à nouveau, même sur des questions qui n'ont pas été soulevées par le parti, parce qu'il s'agit de rendre justice. Le Conseil constitutionnel peut d'office statuer sur des questions d'irrégularité qui ne ressortent pas des recours des partis. Monsieur le Président, Monsieur le membre du Conseil constitutionnel, j'en aurais terminé pour le compte du Manidem. Le contentieux préélectoral, c'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud. Sincèrement, je m'attendais à ce que ce soit expéditif, comme c'est souvent le cas, que ce soit irrecevable, que ce soit incompétence du Conseil et tout. Mais cette fois-ci, on a mis en délibéré pour le mardi à 15h. Donc franchement, les chances du professeur Kamto qui était de 5% environ de s'en sortir, je crois qu'il est passé au moins à 40-45%.
de chances de passer. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Il faut dire aussi qu'il y a eu des échauffourées à l'extérieur, ces partisans qui voulaient suivre le procès, étant donné que la loi permet à ce que les gens puissent se rendre dans la salle, que le procès soit public et tout, mais là c'était un peu particulier. On a vu une chaîne être sommée d'arrêter de diffuser en direct, et puis on a essayé de faire comme on pouvait, moi aussi de mon côté, avoir des gens qui sont à l'intérieur, pouvoir essayer de suivre au moins le son, pour savoir ce qui se passe, quoi. Il y a un insecte là. Hey! Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que les chances sont passées de 5 à 45%. Donc, c'est presque du 50-50 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au Conseil constitutionnel? Et si le procès Maurice Kamto passe, ce sera autre chose. Ce sera une autre compétition. Ce sera un autre jeu politique. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, pour le bien de la démocratie, ce serait bien que tous les candidats éligibles soient autorisés pour qu'on ait un match compétitif, un jeu intéressant qui pourra permettre à tout le monde d'exprimer, bien sûr, son potentiel et aussi à tous les électeurs d'exprimer leur voix. Parce qu'on exprime ses voix à travers un candidat. Quand on élimine notre candidat, on ne peut plus exprimer notre voix. Donc, là, c'est une entorse à la démocratie. Donc, je vous propose donc de suivre. On a suivi, vous avez suivi. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.